Fans de pyjamas aux couleurs bigarrées, de masques en plastique et de gadgets improbables, entrent ici à tes risques et périls. Bienvenue dans Sakura Killer. Les années 70 et 80 ont vu la naissance et la démocratisation de pratiques étranges comme l'avènement du synthétiseur, de la musique disco et de la coupe mulet. La ninjasploitation en est une autre. Alors le cinéma de ninjasploitation, qu'est-ce que c'est? Il s'agissait de films pas chers, rapides à tourner, et surtout avec une bande-annonce mensongère qui allait peut-être réussir à pousser quelques personnes à le regarder. La ninjasploitation n'était pas basée sur des interdits ou tabous de la société, contrairement à beaucoup d'autres films d'exploitation, mais simplement sur le fait que les ninjas c'était cool. A la base, le ninja ou shinobi c'est une figure populaire de la culture japonaise. Inspiré de ces mystérieux guerriers de l'ombre nippons ayant réellement existé mais très largement romancés par les croyances populaires de l'époque, ils sont vite devenus des personnages de théâtre et de littérature, et aujourd'hui le ninja est devenu une figure emblématique de la pop culture, que ce soit à travers le manga, le jeu vidéo et bien évidemment le cinéma. Dans les années 60 et 70, le cinéma asiatique commence vraiment à se faire connaître hors de ses frontières, et les shinobi commencent à faire leur apparition dans les salles obscures d'Europe et d'Amérique avec par exemple On ne vit que deux fois en 1967. Il se démocratise rapidement et devient un genre à lui tout seul. Comme la sauce commence à prendre dans l'Amérique du début des années 70, il arrive au genre la même chose qu'il arrive à tous les genres qui ont eu un peu de succès, il se fait exploiter jusqu'à l'os par des producteurs peu scrupuleux et généralement plutôt fauchés, avec Menahem Goldman et Godfrey Ho en tête de liste. C'est ainsi que dans les années 70 et 80, on voit débarquer une flopée de films tous plus improbables les uns que les autres, remplis de guerriers bariolés, de techniques toujours plus osées et de scénarios toujours plus épurés. Sakura Killer est une production américano-taïwanaise, une co-réalisation entre Dustin Nelson pour l'équipe américaine et Wang Yu pour l'équipe taïwanaise, qui est d'ailleurs crédité au générique en tant que Richard Ward, probablement pour être plus vendeur aux États-Unis. Je vous aurais bien montré la ganache de Wang Yu, mais j'ai pas réussi à trouver de photo de lui, et d'ailleurs c'est apparemment le seul film sur lequel il est travaillé. S'il a une autre carrière dans le cinéma, il a suffisamment bien effacé ses traces pour qu'on n'arrive pas à le retrouver. D'ailleurs c'est pas le seul à avoir une carrière courte dans le 7ème art, puisque à part Chuck Connors qui affiche plus de 130 films au compteur, donc quand même Les Grands Espaces et Soleil Vert, sortis respectivement en 58 et 73, c'est-à-dire avant Sakura Killer, qui je le rappelle est sorti en 87, ce qui fait que je m'explique pas vraiment ce que ce mec fout dans ce film. Les deux acteurs principaux, Mike Kelly et George Nicola, ont une petite dizaine de films à leur actif, et sinon tous les autres acteurs de ce film n'ont rien fait d'autre. Bref, le tout est produit par la boîte Bel Air Film, et si Macari, le directeur de Bel Air, a produit une quinzaine de films dans sa carrière, il n'en aura produit que 3 avec Bel Air Film. Le soleil est éclatant, mais sur la glace, ça glisse bien. Bon, il est temps d'arrêter de digresser et d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Et du coup, on commence quelque part. On ne saura jamais vraiment où c'est, du coup j'ai supposé qu'il s'agissait d'un laboratoire secret. Bon, et comme c'est un film de ninja, on perd pas de temps, on envoie la sauce tout de suite. Et on commence très très fort dans cette scène avec toutes les techniques ninja les plus connues comme la Serbacane, un grand classique, le Shuriken, un classique aussi. Le trampoline portatif. Le bon vieux coup du tapis. Le ça là. Enfin bon, il tue un garde avec une arme qui a bien en gros le symbole de son organisation dessus. Tout ça pour voler une Betamax et s'enfuir en laissant le sigle de son organisation. Meilleur ninja du monde. Et pendant ce temps, dans un ranch, on retrouve le colonel, qui n'a pas d'autre nom, et sa secrétaire, garde du corps, je suppose, je sais pas, c'est pas non plus précisé, enfin bon, on sait jamais vraiment qui sont ces deux personnes, à part que visiblement ils sont
des membres importants du gouvernement américain, je suppose, encore une fois. Bon, le colonel joue au golf pendant que sa secrétaire fait de la gym, et du coup, deux ninjas arrivent de la façon la plus discrète du monde. Et attention, voici une scène d'action avec un acteur pas du tout impliqué. J'adore à quel point il en a vraiment mais rien à cirer de ce qui se passe. On dirait que c'est sa petite routine matinale. Enfin, de toute façon, dans tout le film, Chuck Connors n'a qu'une seule expression faciale. Il atteint un tel niveau de non-jeu que ça en devient artistique. Bon, après, on a un ordi qui nous raconte le début du film, on apprend aussi que la cassette volée au début contenait des informations sur une expérience. On sait pas trop quoi, mais ça a l'air grave. Ah bon Dieu, je le savais. Il n'aurait jamais dû procéder à cette expérience. Les savants cherchent toujours des réponses. Peut-être devrait-il se poser moins de questions. Et Sonny est encore à Taïwan? Parce que quand tu te fais attaquer par des ninjas japonais, ça paraît logique d'aller les chercher à Taïwan. Et maintenant, il est temps de rencontrer notre héros. Avec un super montage. Tu aimes les films sur les gladiateurs? La secrétaire du colonel, qui d'ailleurs porte visiblement toujours sa tenue de jean sous ses vêtements, le rattrape pour lui dire que le colonel veut le voir. On se retrouve donc au ranch où le colonel lui explique sa mission, mais pas avant une subtile tentative de drague. Où serez-vous plus tard? On pourrait se retrouver quelque part, et peut-être prendre un verre. J'ai déjà un programme et je sais avec qui je vais prendre un verre. Bon, la mission en question est assez simple, il s'agit de retrouver la cassette. Non, moi ce que je trouve vraiment intéressant dans cette scène, c'est cet étrange parallèle entre le golf et les arts martiaux. Vous jouez au golf, Denis? Quand j'étais petit, on se servait de ça pour se battre. Pour bien jouer, vous devez oublier totalement votre adversaire. Quand vous sentez vraiment votre jeu, et que vous avez fait le vide dans votre tête, vous savez d'avance où la balle va aller, même avant de l'avoir frappée. S'il s'agissait d'un combat, et si vous étiez concentré aussi complètement, vous pourriez prévoir la réaction de votre adversaire. Vous le sentiriez venir. Vous n'auriez pas à réagir. Vous agiriez avant. Et là, on arrive à la partie du plan que je comprends pas. Sa couverture à Taïwan, c'est d'être prof de gym. Et leur plan, c'est... Ah bah attendez, je laisse le colonel vous l'expliquer. En tant que spécialiste de boxe américaine, vous serez très recherché là-bas. Vous allez avoir beaucoup d'élèves. Quand votre cours de gymnastique commencera à être crédible, Sonny prendra contact avec vous. Vous le présenterez comme un ami arrivant d'Amérique. Vous serez donc surpris de le retrouver. Mais ce qui est complètement con dans ce plan, c'est que Sonny c'est un de leurs agents aussi. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent à faire toute cette mise en scène alors qu'ils auraient pu juste se donner rendez-vous? Et surtout, pourquoi s'emmerder à mettre cet élément dans le scénario si c'est pour le faire disparaître juste après? Parce qu'on le revoit jamais le cours de gym, alors que c'est censé être sa couverture. Et j'espère que personne n'a pris d'abonnement au club parce qu'ils vont être déçus. Enfin bon, c'est un point de détail. Passons aux retrouvailles entre nos deux personnages principaux. Putain, ce que ces mecs sont durs. Ouais, et comment sont les femmes? Elles sont géniales. C'est du rapide et du facile. Je suis plutôt content que le colonel m'ait envoyé ici. Sonny lui explique qu'ils doivent récupérer la cassette, qu'il ne sait pas qui l'a volée, mais il a un indice. Je vous laisse deviner lequel. Allez-y, franchement, je vous laisse 5 secondes avec une petite musique sympathique pour y réfléchir. T'as déjà une piste? Ouais. Une seule. Voilà, c'est le truc qu'avait oublié Ninja au début. Non mais, putain, mais quelle organisation d'assassins met son logo sur ses équipements? Non mais attendez, parce que c'est pas fini. Mais je connais cet emblème, il est dans toute la ville. Pardon? Tu veux dire qu'ils font genre des campagnes d'affichage? Remarque, c'est peut-être pour le recrutement, y a pas un numéro de téléphone et une adresse aussi? Enfin bon, s'énerve pas, on respire un grand coup et on va faire un tour du côté des méchants. Bon, donc on a une séquence de ninjas qui se mettent sur la gueule avec deux bruitages différents, le
Et le... Et en plus c'est mixé avec le cul, enfin je dirais visiblement pas le cul d'un ingénieur son. Finalement il y a un des ninjas qui bat tous les autres et qui vient se présenter à son maître qui lui défonce la gueule. Parce que... J'offre la douleur, non les louanges. Tu m'étonnes que ce soit des bus ces ninjas, s'ils passent son temps à tuer les meilleurs éléments. Bon après il y a le grand méchant qui arrive caché derrière ses lunettes et puis il y a une discussion entre les deux antagonistes principaux. Je suis venu ici pour surveiller l'opération. L'ensemble de l'opération se déroule selon les plans. Et vous devez surveiller l'évolution à tous les niveaux et systématiquement. L'État Brock. Ils contactent les directions de New York et de Tokyo. Ils leur disent bien que la cassette est entre nos mains. Qu'ils demandent à Tokyo d'envoyer des experts du chiffre et des spécialistes dans cette branche. J'adore ce genre de discussion où ils font genre ils ont un scénario, mais quand tu fais un peu gaffe, il n'y a aucune information réelle. Pendant ce temps, nos deux super agents décident d'aller manger un morceau. Ah, je suis désolé, mais je parle pas japonais. Vraiment, le mec qu'ils ont envoyé pour s'infiltrer, qui est censé avoir vécu dans ce pays pendant longtemps, ne parle pas la langue. Mais en plus, à Taïwan, il parle chinois. Bon, c'est aussi l'occasion de voir leur talent de détective. Est-ce que ce truc vous dit quelque chose? Vraiment, c'est ça ton plan? Demander à des gens au hasard si jamais ils ont vu le symbole? Je suis sûr que cette fille Yukiko est mêlée à tout ça, à la façon dont elle a réagi. Ouais, probablement. Mais d'où t'arrives à cette déduction? C'est juste une serveuse dans un restaurant. Et vous voulez connaître le pire c'est que c'est vrai. Ils sont rentrés par hasard dans un resto taïwanais dirigé par l'association de ninjas maléfiques que justement ils recherchent. Coïncidence? Non. Raccourci scénaristique de merde. Et du coup, ils se font attaquer par des ninjas. Ça fait grosse bagarre, acrobatie en tout genre, et puis... les ninjas les laissent partir. Bon, ils retournent dans leur chambre d'hôtel et Donnie semble tout chamboulé. On traverse ce parc. Et voilà que ces mecs en pyjama noir nous sautent dessus sans rien dire. C'est qui ces mecs? Ce sont des ninjas. Des ninjas? C'est ça? Des ninjas. Miséricorde, ils ont tellement pas l'air de savoir ce qu'ils foutent là, enfin. Regardez-les, on a l'impression qu'ils inventent leurs répliques petit à petit. Mais en plus, le colonel savait pour les ninjas. Il aurait peut-être pu prévenir son agent au lieu de lui parler de golf. Enfin bon, tout va bien puisque Donnie a un contact, une serveuse dans un salon de thé japonais. Est-ce que toutes les serveuses de Taïwan font partie d'une organisation de ninjas? Bon, ils se donnent rendez-vous dans un parc pas loin et après on a le droit à un dialogue de remplissage totalement inintéressant. Voilà comment les Japonais boivent le thé, traditionnellement. Ils se rencontrent dans le parc, Sonny utilise sa méthode d'enquête habituelle. Vous connaissez cet emblème? Et ça tombe bien, parce qu'elle le connaît, puisque son tonton est un ancien ninja. Ils se donnent rendez-vous dans un autre parc pendant la nuit pour le rencontrer. Mon oncle. Sérieusement, mais ils ont pris un mec de 25 ou 30 ans maximum et lui ont collé une barbe blanche pour me faire croire que c'est un vieux maître. C'est le symbole de l'association Neige Glacée. Ils se font passer pour des hommes d'affaires. Mais, en réalité, ils ne sont jamais que des tueurs impitoyables. Oui, ça aurait été moins long de dire ce sont des méchants. Bon, il leur dit que les Sakura sont des ninjas et que du coup ils sont obligés de suivre un entraînement ninja s'ils veulent pouvoir les battre. Et devant toutes ces révélations, Sonny ne trouve qu'une seule chose à dire. Ninja. Et maintenant c'est l'heure de l'attaque des ninjas. Ninja. Le jeune vieux maître défonce les ninjas et décide d'entraîner les héros. Mais ce sera difficile. Vous devez assimiler complètement toutes les techniques que les ninjas commencent à apprendre dès l'enfance. Et tout ça en une semaine à peine, alors autant s'y mettre tout de suite. Grâce aux super techniques d'entraînement du jeune vieux maître, ils vont progresser à toute vitesse. Des techniques comme courir avec un chapeau sur le ventre, Courez jusqu'à ce que vous n'ayez plus à utiliser vos mains pour tenir le chapeau. couper des bouts de bois, taper dans la paille, évidemment l'entraînement à l'arme blanche.
Enfin bon, grâce à tout ça, ils deviennent très rapidement de super ninjas et ils partent après un dernier conseil ma foi fort avisé de leur maître. Si vous vous trouvez en danger, vous pouvez toujours vous échapper en creusant un tunnel. Bon, après cette intense semaine d'entraînement, ils rentrent à l'hôtel et comme il faut pas perdre de temps, ils se font directement attaquer par des ninjas. Un déguisé en groom et l'autre en plateau à roulettes. Oui, j'appelle des États-Unis. Bon, écoutez, pouvez-vous me passer la chambre 623, s'il vous plaît? Merci. Vraiment, quand on dit que les jaunes sont si efficaces... Pendant ce temps, ça castagne, Sonny et Donnie se font attirer dans un parc où ils se font tendre une embuscade par... ce mec, John Ladalski, qui, malgré le fait qu'il n'apparaisse que quelques minutes, a une filmographie plus longue que tout le casting réuni. Bon, à part Chuck Connors. Après bon, c'est la grosse bagarre et nos deux héros décident de se transformer en ninja. Franchement, j'ai fait la même gueule la première fois, je veux dire, entre leur pyjama et leur masque en plastique, ça donne un truc tellement improbable que ça en devient fascinant. Et ils nous font montre de leur terrible technique ninja. Le tronc d'arbre dans les burnes. Un classique. Bon, du coup, suite à toutes ces émotions, ils décident d'aller interroger Yukiko. Vous savez, c'est la serveuse du début. Donc c'est Sonny qui se charge de l'interrogatoire pendant que les deux autres restent dans la voiture. Qu'est-ce qu'il fout? J'ai un mauvais pressentiment. Eh, regarde, c'est Yukiko. Mais alors, Sonny, où est-il? On va aller chercher. Ok, alors, bon déjà, pourquoi il y allait tout seul? Et surtout, mais pourquoi vous la laissez partir? Enfin, il y a tout le temps de la rattraper et de l'interroger, mais non, il la laisse partir. Du coup, puisqu'elle s'est échappée à toute vitesse, Tu veux dire qu'elle est partie? Bah oui, elle est partie. ils décident de chercher Yukiko et on les voit passer par différents endroits. Puis après, ils vont dans un restaurant et ils la trouvent parce qu'on n'a pas le temps de trop s'emmerder avec l'intrigue. Et elle accepte de parler, mais elle est victime d'un cliché. L'homme que vous cherchez, c'est monsieur... Sonny rattrape le fief et ninja, ce qui ne devait pas être trop difficile vu sa technique de fuite. Il y a une bagarre, le ninja s'enfuit et tout ça ne sert à rien puisqu'elle a quand même eu le temps de leur dire le nom du chef de l'organisation. Le mec que nous recherchons s'appelle Otani. Puis en plus, comme c'était un ninja sympa, il a pas empoisonné sa fléchette et du coup Yukiko est toujours vivante et elle peut leur dire où trouver Otani. Les héros arrivent au laboratoire des méchants et s'infilent grâce à la fameuse technique ninja de la courte échelle. Ils arrivent à voler la cassette, ils pètent quelques douches, mais ils finissent par se faire rattraper par Otani qui utilise la fameuse technique de la taupe. Bon, c'est l'heure du combat final et je dois reconnaître qu'il est super cool. C'est une espèce d'avalanche de techniques plus débiles les unes que les autres avec des bruitages outranciers, mais je pense que l'apothéose ça reste la technique finale d'Otani où il crée une dizaine de mannequins et il se déguise lui-même en mannequin. Finalement, c'est Yukiko qui finit par voler la cassette et d'ailleurs apparemment elle a un pouvoir de téléportation, sinon je sais pas comment elle fait ça. Elle finit par blesser Otani et après il se fait maraver la gueule, mais bien quoi. Il finit par se faire ses poupous parce que... Un ninja n'accepte jamais l'échec. On a le droit à une dernière scène orange où le colonel fait du tir au pigeon avec la cassette. Et la rate. Et voilà, c'était Sakura Killers, et franchement c'était épique. Je pense pas que le terme soit exagéré, hein. On est à un niveau de n'importe quoi et de je m'en foutisme absolument total. Je parle même pas que du scénario, il est tellement transparent et confus à la fois, ce qui déjà est un tour de force, qu'au bout d'un moment j'ai juste abandonné. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la cassette vidéo? Elle a dit quelque chose au sujet d'une vente prévue en Russie. Je parie qu'ils ont fait le même genre de recherche, enfin de manipulation génétique, dans le domaine de la végétation. C'est-à-dire augmenter toute la production? Ce qui nous permettrait de réduire la faim dans le monde? Ouais, t'as compris. Mais en inversant le processus, ça pourrait aussi bien détruire les plantes et la végétation entière. Ça serait un coup dur pour les USA. Toutes les idées sont improbables ou débiles et ça vous donne l'impression de regarder un cartoon. Entre les techniques ninja, les séquences d'entraînement du jeune vieux maître et les raccourcis scénaristiques à la vanille que je te pousse,
On est face à l'échec retentissant d'une tentative désespérée d'exploitation de la vague ninja. Et vous savez quoi? C'est absolument normal. À tous les étages, on est face à des gens qui ne maîtrisent absolument pas ce qu'ils font. Tenez, par exemple, si on prend les producteurs, Sakura Killer n'est que le deuxième film produit par Macquarie, et du côté taïwanais, c'est pas mieux. K.L. Lim, qui est le producteur taïwanais, n'a que 2 films au compteur. Celui-ci et Love in Hong Kong de Joe D'Amato. Le mec, il a fait un film de sexploitation, un film de ninja-exploitation, et après, il a laissé tomber. J'aurais bien voulu vous montrer sa tronche, mais c'est impossible de trouver sa photo. Et au scénario, c'est pareil. Et il a fallu 3 personnes pour écrire cette bouse. George Tan, qui est un habitué du film de Kung Fu, mais à ce moment-là, ce n'est que son premier film. Ça n'est que le deuxième de Dusty Nelson, qui a aussi participé au scénario. Et David Marks, le 3e scénariste, n'a travaillé que sur ce film. Et c'est pareil pour tous ceux qui ont travaillé dessus. À part évidemment Chuck Connors, le mec qui a le plus d'expérience sur ce film, c'est John Nadalski. Il apparaît 2 minutes. Et en plus, pour beaucoup, je suis persuadé que ce sont des fans de Kung Fu. Roy Macquarie n'a fait presque que des films d'arts martiaux, il a énormément participé à la création de Kamen Rider Dragon Knight, l'adaptation américaine d'un vieux Sentai japonais, et surtout, il a produit 2 documentaires, Death by Misadventure et Cinema of Vengeance, que je vous conseille si vous aimez le cinéma d'arts martiaux. Et d'ailleurs, en parlant de ces 2 films, George Tan a aussi participé à leur production, et il apparaît dans The Way of the Little Dragon et The Curse of the Dragon, 2 documentaires centrés sur Bruce Lee. Donc je pense qu'on est sincèrement en face d'un film de fans et de cinéphiles. Mais on est surtout face à un film fait à la va-vite avec aucun moyen et un scénario même pas fini. Je suis persuadé qu'une partie des dialogues ont été improvisés par les acteurs. Et quand on demande à 2 mecs qui sont franchement plus des cascadeurs que des comédiens d'improviser et qu'en plus ils sont pas dirigés, ça donne forcément n'importe quoi. C'est bon ce truc-là. Bah pourquoi tu manges pas? J'ai pas très faim. Bah, c'est dommage pour toi, parce que moi je trouve ça très bon. Mais la tentative est tellement sincère et l'échec est tellement grandiose que je peux pas m'empêcher d'avoir un énorme capital sympathie pour ce film. Peut-être beaucoup plus qu'il ne le mérite. Et moi, en attendant, je vous dis respect et robustesse, et surtout, ne lâchez rien.